Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Juliette, j'ai le plaisir de passer un bout de soirée avec vous, et pas seulement avec vous, avec un invité de marque qu'on va vous présenter dans quelques instants. Merci de votre participation. J'ai donc le plaisir ce soir d'accueillir avec nous, il va arriver dans quelques instants, Michel Roucaud. Et avant d'entamer ce webinaire avec vous, je vais laisser la parole à Renaud Ramillon-Laforge, qui est le président de l'association Anorgende, pour les amis sur Facebook que vous connaissez bien. Je te laisse le mot d'introduction, Renaud. Bien, merci beaucoup Juliette, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Je vais vous laisser dans quelques instants entre les mains de Michel Roucaud, notre vice-président directeur de la section Histoire. Vous le savez, chaque année, la Norgende organise un grand colloque historique. Malheureusement, Covid oblige, nous ne pouvons pas le faire. Alors, nous avons donc décidé d'utiliser les réseaux comme nous l'avions fait il y a quelques mois avec le général d'armée, deuxième section David Galtier. Et cette année étant en plus l'année Napoléon, nous avons donc voulu faire mettre en avant, l'empereur des Français. Et comme nous avons la chance de compter dans nos rangs le spécialiste, l'un des spécialistes avec Thierry Lenz et d'autres de Napoléon, c'est un plaisir, enfin pour moi, de laisser la parole à Michel Roucaud pour vous présenter son dernier ouvrage dans les rangs de la Grande Armée de Napoléon. Donc Michel Roucaud, qui est notre vice-président, directeur de la section Histoire de la Norgende et qui est également chargé d'études documentaires principales au service historique de la Défense. Mais je pense, Juliette, que vous le présenterez. Donc, on va faire ce qu'on appelle en direct le switch et dans quelques instants, vous aurez Michel à ma place. Merci beaucoup, Renaud. Oui, on fait le switch pour que je puisse partager mon écran parce que j'ai quelques belles images à vous montrer. Donc, on va parler du bouquin Dans les rangs de la Grande Armée de Napoléon, donc de Michel Roucaud, aux éditions EPA. Et c'est un livre que je vous recommande fortement, qui est vraiment, vraiment très intéressant. À la fois, c'est un bel objet et un livre très intéressant. Michel Roucaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue avec nous. Merci de nous consacrer du temps pour nous raconter un peu plus en détail ce beau livre et ce livre passionnant surtout, qui sort donc, la majorité d'entre vous le savent, je pense, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon cette année. Au milieu de nombreux événements, on a ce bel objet accessible à tous. On va y revenir. Donc, pour les participants, pour vous expliquer un petit peu le déroulé, on va passer 1 heure ensemble. On a une demi-heure d'échange où moi j'ai plein de questions à poser à Michel Roucaud après avoir lu le bouquin et ensuite vous aurez la parole. Donc sur Facebook ou directement sur Zoom, vous pourrez poser vos questions sur l'ouvrage, sur le parcours de Michel Roucaud et voilà, donc vous aurez la parole pour pouvoir échanger. Donc je vais voir pour partager mon écran. Non, je ne peux pas. Alors, attendez. Du coup, on va déjà commencer par vous présenter. Je vais me permettre de vous présenter en quelques mots Michel Roucaud. Vous me reprenez si je me trompe, mais vous êtes docteur en histoire de l'Université Paris-1 Sorbonne, spécialiste de l'histoire du Premier Empire, chargé d'études au ministère des Armées, et vous êtes aussi lieutenant-colonel de la réserve de la gendarmerie nationale et vice-président de la Norgende et, au sein de la Norgende, directeur de la section Histoire de l'association. Tout est bon. Tout est bon. Est-ce que c'est bien complet? Super. Alors, d'abord, la première question qu'on se pose en regardant un peu votre parcours, c'est d'où vous vient cet engouement pour le Premier Empire? Alors, cet engouement pour le Premier Empire, comme toute spécialité universitaire, à un moment, il faut faire des choix. Et il s'avère que j'ai un atavisme familial, puisque je suis d'une famille d'officiers. Et quand je suis rentré en Sorbonne, j'ai fait une rencontre, c'est celle de mon maître, le feu professeur Jean-Paul Berthaud, qui avait une chaire en Sorbonne sur la Révolution et l'Empire. Et c'est cette rencontre qui m'a amené, bien entendu, à m'engager sur la voie des recherches napoléoniennes. Et par la suite, mon parcours professionnel m'a amené aussi à devenir un historien et un archiviste pour le ministère des Armées.
Et ainsi, donc, j'ai pu avoir la chance d'être un responsable de fonds napoléoniens. Donc, j'ai pu continuer ces recherches primaires pour aller jusqu'au doctorat et parallèlement me spécialiser sur la diplomatique napoléonienne. D'accord. Et donc, c'est pas, je crois, vous avez écrit pas mal de choses finalement sur le Premier Empire. En tout cas, vous avez travaillé souvent sur des livres, des ouvrages, mais qui s'adressent plus généralement en fait à un public un peu plus pointu, donc historiens ou amateurs passionnés. Et cette fois-ci, vous avez décidé de créer ce livre ouvert à tous les curieux qui connaissent ou ne connaissent pas Napoléon d'ailleurs. Pourquoi vous avez décidé cette fois-ci d'avoir un ouvrage plus ouvert et accessible à tous? Encore une rencontre, encore des opportunités. Je voulais, personnellement, mais aussi mon entourage, souhaitait que je m'adresse à un plus grand public. Donc, je voulais partager un peu des connaissances qui se font au jour depuis une trentaine d'années à l'occasion des bicentenaires sur l'objet Grande Armée. Et donc, il y a eu plusieurs recherches, plusieurs thèses, plusieurs colloques. Et effectivement, la Grande Armée est un objet que l'on connaît dans sa légende, dans sa symbolique, mais pas forcément intimement. Donc, j'ai voulu faire un livre grand public en reprenant les synthèses bibliographiques de ces bicentenaires. Et j'ai aussi eu l'occasion, par un de mes amis napoléoniens, François Houtsec, de rencontrer ce qui allait devenir mon éditeur, EPH Hachette, EPHN Hachette, et qui avaient envie de travailler sur la photographie des reconstitutions. Donc, de ces deux envies est né ce projet qui était à la fois de parler de cet objet historique qu'est la Grande Armée dans sa composition, dans la vie quotidienne du soldat, dans ses campagnes, mais avec une iconographie 19e au regard d'une iconographie des photos de reconstituteurs, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire vivante, qui donne une autre image de la réalité qu'on peut avoir à travers les tableaux du 19e ou les peintures du 19e. Voilà, donc c'est encore une rencontre qui est l'aboutissement de ce projet. Et alors, une rencontre et un partenariat, on va dire, avec la maison d'édition qui vous a aidé un peu à synthétiser, parce que je crois qu'il y a tellement de choses à dire. Et l'ouvrage est un très bel ouvrage et déjà bien complet, mais finalement, on ne peut pas tout dire. Alors, bien sûr, oui. Bien sûr, puisqu'en fait, une monographie, j'ai écrit le double de texte, j'aurais pu en écrire même 3 fois plus, mais le calibrage des professionnels que sont mes éditeurs, et en particulier Laurence Lehoux et le coordinateur éditorial Franck Pride qui ont été mes interlocuteurs, ont, eux, un calibrage particulier sur cet objet. Donc, ils savent les construire. Donc, à la fois, je les ai acculturés à la Grande Armée et à l'histoire du Premier Empire, et eux m'ont acculturé à la fabrication d'un beau livre. Voilà. Donc, c'est un processus long qui demande beaucoup de réflexion et de participants. Alors, on va voir, je vais vous partager quelques images pour que vous puissiez voir. C'est vraiment, il y a effectivement une iconographie et des photographies magnifiques, des textes. C'est très bien organisé parce que assez épuré, ça se parcourt. À la fois, ça se parcourt et ça se dévore. Enfin, on a les deux options possibles. Et à un moment, alors d'ailleurs, vous parlez d'iconographie, je vous remontrerai, mais effectivement, sur la couverture, on voit le face-à-face d'une photo et d'une peinture. Et notamment, parmi l'ensemble du contenu, on a toute une séquence sur les grognards. Alors, j'aimerais bien m'y arrêter quelques instants parce que c'est assez intéressant. Et donc, vous dédiez un chapitre sur le quotidien des grognards. Les grognards qui sont donc les soldats. Et racontez-nous un peu cette vie de grognard. Est-ce que c'est tentant? Est-ce que c'est, pardon? Est-ce que c'est une vie tentante? Est-ce que c'est sympa d'être un grognard à l'époque napoléonienne? Alors,
D'abord, le grognard est le nom commun pour désigner un soldat napoléonien, mais qui est en fait un nom qui vient de Napoléon lui-même qui dénommait ainsi au départ sa vieille garde et ses vieux soldats qui grognaient souvent, et il les a appelés ses grognards. Et par la suite, s'est propagé cette acception s'est propagée à tous les soldats. Maintenant, la vie sympa, c'est une vie d'époque du début du 19e, fin 18e, début 19e. Donc là, il ne faut pas regarder cette vie-là avec notre regard d'aujourd'hui de citadins souvent diplômés. C'est une vie de soldats qui sont recrutés pour les 2 tiers dans les campagnes. Il y aura quand même des citadins qui sont certes parfois savent écrire et lire, mais pas tous, et qui sont souvent, pour la grande majorité, des campagnards qui ont une constitution robuste qui leur sera nécessaire pour suivre les campagnes napoléoniennes. Donc, au départ, c'est pas forcément une vie sympa, mais dans certains témoignages que l'on retrouve, c'est-à-dire dans des lettres de grognards, on voit que c'est aussi l'armée est un moyen d'ascension sociale pour certains qui sont recrutés comme conscrits, veulent devenir fourriers, ensuite petit gradé, adjudant-chef et ensuite lieutenant. Certains y arriveront. Donc on est aussi dans une société qui, avec le consulat et l'empire, installe la méritocratie. Et cette méritocratie, on la retrouve aussi dans les rangs de la Grande Armée. Maintenant, c'est une vie qui peut avoir ses loisirs, ses plaisirs, mais qui a aussi ses rudesses, le froid, la chaleur, les marches, parfois le manque de nourriture abondante, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur les approvisionnements. Mais comme la guerre change de physionomie sous l'Empire, parce qu'on parcourt parfois en une campagne comme celle de 1805, 1500 km, on peut marcher en 2 jours, comme ça a été le cas pour le 3e corps d'armée de Davout en 1805, plus de 100 km. Parfois, les fatigues sont importantes. Mais, comme je vous l'ai dit, ce sont des soldats qui sont habitués à ce genre de travaux physiques. Ce sera peut-être un peu moins le cas dans les grandes armées qui seront reconstituées dans les campagnes dites désastreuses, c'est-à-dire celles après 1812, celles de 13 et 14, où on va recruter chez de plus jeunes recrues, dont certains seront appelés les Marie-Louise par un décret signé de l'impératrice, femme seconde épouse de Napoléon. Alors justement, vous parlez de la vie quotidienne, de témoignages. Il y a, je vais vous repasser l'écran, c'est vrai qu'il y a des extraits de lettres, enfin, il y a un travail d'archives vraiment passionnant. Et on peut voir du coup les paroles de soldats, le parcours, d'autres paroles là encore. Et est-ce qu'il y a, vous, une ou des anecdotes qui vous ont marqué dans ce que vous avez pu découvrir de ces archives sur ces fameux grognards? Alors, effectivement, il y a toujours, à travers l'archive, c'est un des axes de renouveau historiographique depuis maintenant une trentaine d'années. On joue des jeux d'échelle. Donc, après avoir étudié les grands hommes, on étudie les hommes et avec ces lettres de grognard, on peut étudier au niveau du soldat lui-même. Donc, qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous révèle les fatigues, certes, l'ennui souvent aussi, l'ennui du foyer. On demande souvent des nouvelles, mais aussi c'est aussi la rencontre de l'autre, parce que ce sont des campagnes qui vont amener certains soldats à voyager à travers l'Europe, à rencontrer d'autres nationalités telles que les Allemands, les Polonais, bien sûr les Russes, les Espagnols. Donc on a vraiment une découverte de l'autre, et parfois on retrouve certaines similitudes de culture, de même culture, comme certains villages d'Allemagne, mais parfois c'est véritablement différent quand on rentre en Pologne
ou quand on rentre en Russie et les conscrits, enfin les grognards le disent et le ressentent. D'autres anecdotes portent bien sûr sur le combat, on a du mal à dire la mort, mais parfois on l'a dit. D'autres anecdotes nous confortent aussi dans l'histoire officielle. Par exemple, une lettre de Grognard est un véritable témoignage de la veille, on le savait par des mémoires d'officiers, mais on le croise avec ses sources. La veille de la bataille d'Austerlitz, Napoléon est au bivouac et les feux s'allument à son passage, créant véritablement une illumination la veille de la bataille. Donc voilà, les témoignages sont divers, sont riches et nous confortent ou infirment ou confirment ce que déjà certains de nos devanciers avaient posé comme principe. Mais parfois, on voit aussi que, par exemple, en Russie, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, à Moscou, Napoléon a tous ses magasins bien approvisionnés. Il ne quitte pas Moscou parce qu'il a peur de la famine et de l'hiver. Il quitte Moscou parce qu'il sait qu'il va être piégé avec des armées au sud, comme celle de Tchitchagov ou celle de Kutuzov, qui sont au nord. Donc, il est pris en étau et sait qu'il est allé trop loin et que ses lignes d'opération risquent d'être coupées. Voilà, donc c'est un vaste sujet, mais les anecdotes sont nombreuses. Après, on peut parler bien sûr du capitaine Douanier qui nous narre tout son apprentissage au camp de Boulogne et ses exercices d'embarquement et de débarquement dans les péniches pendant pratiquement 2 ans en vue d'envahir l'Angleterre. Ce qui là aussi nous conforte aussi dans cette idée, ce n'est pas le seul témoignage, que Napoléon ne faisait pas semblant, il a mis beaucoup de moyens pour débarquer en Angleterre, ce n'était pas un leurre, mais ça ne se fera pas, comme vous le savez, parce que la marine française n'a pas su ou n'a pas pu attirer loin du Channel la Royal Navy et permettre ce bond de plus de 200 000 hommes sur les côtes d'Angleterre. Voilà. Donc, alors, vous évoquez beaucoup les batailles, puisqu'évidemment, c'est intimement lié au quotidien des soldats et de la dureté de la vie ou du côté aventure humaine aussi, que vous évoquez, voyage. Et justement, ces batailles, je rebondis là-dessus parce qu'il y a des cartes, des récits, des chronologies. Vous racontez tout ça en détail et on est vraiment plongé dedans. On s'y croirait. Je repartage une image parce que je vous conseille vivement d'avoir le livre parce que c'est quand même plus beau de l'avoir sur sa table que partagé comme ça. Mais en tout cas, voilà, typiquement pour Austerlitz, on a une partie de la chronologie. Enfin, on est dans la journée type, on a les chiffres clés, on a la carte avec les éléments stratégiques qui sont dessinés. Bref, on s'y croirait ou on a presque envie d'aller combattre puisqu'on a le mode d'emploi. Alors, c'est peut-être un peu moins glamour sur le terrain que sur le papier, mais en tout cas, voilà, c'est passionnant et forcément, on se demande est-ce qu'il y a parmi toutes ces batailles une bataille qui vous marque le plus? Alors en fait, il y a 2 journées qui me marquent le plus parce qu'elles symbolisent beaucoup ce qu'un théoricien de la guerre de la fin du 19e, du début du 20e siècle, le général Camon, modélisera et qui est assez vrai, c'est que Napoléon a, que ce soit stratégiquement ou en tactique, 2 modèles, 2 principes de base qui sont, après bien sûr la projection et la concentration des forces, c'est se battre sur les arrières de l'ennemi afin de lui couper sa retraite et ses communications, ou se battre en position centrale afin de créer un déséquilibre. Donc cette position centrale pour créer un déséquilibre dans les rangs adverses, il va le faire à Austerlitz le 2 décembre 1805. En ayant bien entendu choisi le terrain, ce qui est important, laisser la domination du terrain qui est constitué par le plateau de Pratzen, pratiquement son centre, aux Autrichiens,
sachant très bien que ça pourrait nécessiter un mouvement de leur part pour pouvoir attaquer leurs ailes, enfin ses ailes, je veux dire. Et à dessein, diminuer son aile droite, d'abord avec celle de Soult et les premiers corps arrivant dans la nuit de Davout, avec le 3e corps d'armée. Et donc là, dans cette position centrale, il va permettre de créer un mouvement tournant chez les alliés qui lui font face. Donc on va voir donc, à la fois les Autrichiens et les Russes descendre du plateau de Pratzen. Et là, avec son centre, et donc notamment avec le corps de Soult appuyé par celui de Bernadotte, prendre le centre du plateau. Donc là, on avait véritablement l'exemple même de créer un déséquilibre. Il faut savoir que la veille, il avait écrit un ordre du jour, et en disant ceci, pendant qu'ils attaqueraient mes ailes, ils attaqueront mes ailes, je leur percerai leur centre. Alors après, il va modifier cet ordre du jour. Il dira que pendant qu'ils attaquaient ma droite, je perçais leur centre. Parce qu'effectivement, il pensait aussi qu'à gauche, on l'attaquerait, mais en fait, Ney s'est retrouvé, et la garde impériale s'est retrouvée face pratiquement à la garde russe, donc c'est resté statu quo, et en fait, les deux corps se sont bloqués l'un l'autre. Donc ça montre aussi son sens d'adaptation. Et alors, une autre journée qui est importante, avec 2 batailles, c'est celle de Iéna et de Jörstadt, l'année d'après, où Napoléon, demandant à Davout de faire un mouvement tournant pour couper la retraite des Prussiens, se retrouve face à Iéna, face à l'arrière-garde prussienne, pensant avoir le gros des forces. Et finalement, le gros des forces, avec l'état-major, sera à Auerstadt, et Davout devra affronter à 1 contre 2, voire 1 contre 3, les forces prussiennes à front reversé. Mais bon, la force Davout était d'abord, c'était certainement l'un des meilleurs maréchaux commandant un corps d'armée de Napoléon, et en plus, qui avait dans ses rangs notamment 3 généraux de division, Friant, Morin et Gudin, divisions d'infanterie, qui ont fait force d'une résilience et absorbé le choc et ont pu tenir et même repousser, voire déborder les forces prises à fond renversé. Donc, ça a créé aussi ce que Clausewitz appellera plus tard une crise des forces morales, et les Prussiens fuiront, et cette fuite sera ensuite utilisée par la cavalerie de Napoléon pour pouvoir, avec la poursuite, pour pouvoir véritablement mettre à genoux l'armée prussienne, et cela en même pas un mois. Ce qui sera une énorme humiliation, bien entendu, pour les Prussiens, qui nous font payer pendant un certain nombre d'années. On peut même penser que Bismarck a trouvé une haine du français bien comment dire, intelligemment, pour constituer bien sûr l'empire allemand, mais a trouvé une haine de français dans les souvenirs pour son peuple de Iéna et de cette humiliation. Ça remonterait à plus loin, alors qu'on ne le pense. Voilà. Mais c'est intéressant parce que tout ce que vous décrivez dans ces différentes batailles, en fait, révèle quand même la tactique incroyable de Napoléon. Alors, il n'était pas seul, mais comme vous le dites dans le livre, on le voit, vous dites à la fois Napoléon est un héritier et un créateur. Il a changé en profondeur l'armée, mais surtout, il a su habilement mêler apprentissage et innovation. En fait, du coup, de ce qu'il a appris et il a su innover. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi, dans les grandes lignes, l'art de la guerre napoléonien est-il innovant? En fait, Napoléon certes n'est pas seulement un homme nouveau, c'est un héritier du XVIIIe, c'est un homme du XVIIIe qui hérite de savoir du XVIIIe et d'une armée du XVIIIe avec un système d'armes, d'artillerie qui aura été réformé par le système Griboval, donc plus normalisé, plus facilement
déployable par une industrie plus rationnelle, une fabrication plus rationnelle, avec aussi, lui, il innovera avec une artillerie beaucoup plus mobile. Il prendra des enseignements chez Frédéric II, roi de Prusse, qui avait déjà développé le système divisionnaire. Et ce système divisionnaire qu'on avait vu dans les campagnes de la Révolution, lui, il va le porter jusqu'au corps d'armée. Donc, des corps de 15 à 20 000 hommes interopérables avec une combinaison d'infanterie, de cavalerie et de moyens organiques tels que l'artillerie, qui pouvaient à la fois appuyer et aller en mêlée. Et donc, qui étaient des corps autonomes, qui pouvaient se développer sur beaucoup de kilomètres, sur un centre-Europe, un théâtre de centre-Europe, et qui en plus pouvaient après se concentrer. Donc, la force de Napoléon, ça a été de projeter et de concentrer, plus de rationaliser les modèles dont je vous ai parlé dans la question précédente. Donc ça c'est la vraie révolution de l'art napoléonien. C'est la projection, et ce qui fait que ces campagnes, qui sont parfois des campagnes secondaires ou des campagnes de défense, puisqu'il faut le dire, les premières coalitions contre l'Empire sont des coalitions, ou contre le consulat, sont des coalitions où la France est attaquée. La seule différence de Napoléon, c'est que Napoléon en 1805, en 1806 ou en 1807 ou 1809, il est certes menacé, mais il va plus vite. Et il projette ses forces avant que les autres aient passé la frontière, il les concentre face à l'ennemi, le gros de l'ennemi, et remporte une bataille qui lui permet une décision diplomatique et d'imposer sa volonté. Donc, on le voit souvent comme un conquérant, mais lorsqu'il a pris Vienne en 1805, il n'a pas ensuite occupé Vienne. Il l'a rendu après avoir négocié avec l'empereur d'Autriche, enfin l'empereur du Saint-Empire germanique qui deviendra empereur d'Autriche en 1806. Il n'a pas des troupes d'occupation. Donc, il a une vision à la fois de défense et de système européen, certes, qui servent les intérêts nationaux, mais qui a aussi pour but d'instaurer un nouveau monde, c'est-à-dire un peu moins d'ancien régime et un peu plus de révolution. C'est son idée au départ. Et alors, on parle d'un conquérant, mais pas que, vous le dites. Est-ce que vous pensez que Napoléon avait peur? Alors, sur le champ de bataille, non, pas du tout. Napoléon a même plusieurs fois bravé la mort, et selon certains historiens, pensant même qu'il avait une destinée, parce que ça soit à Arcole, où il va tomber dans les marais, que ce soit à Toulon où il sera blessé, que ce soit aussi à Ratisbonne où il sera blessé, il n'a pas du tout peur en fait de la mort, et il pense même qu'il a une bonne étoile qui fait sa destinée. En revanche, il a une peur, une véritable peur, c'est une peur politique, il a peur des mouvements de foule. Il était là lors du massacre en jaune officier à Paris, lors de la nuit du 10 août. Il a vu les massacres des Suisses aux Tuileries, et là, il a véritablement peur des mouvements de foule. C'est certainement pour ça, d'ailleurs, qu'il sera toujours, lors, par exemple, de Vendémiaire et de la répression d'un coup d'État royaliste, d'une insurrection royaliste, il sera sans pitié, il utilisera la force sans remords, la force létale, pour réprimer un mouvement d'ordre. C'est pour cela aussi, certainement, qu'il va instaurer un système politique qui est un système qu'on peut dire de dictature de salut public, conserver les acquis de la Révolution, les propriétés, les droits individuels civiques, mais avec un État fort qui impose l'ordre dans la légalité, toujours par la loi, mais qui a aussi réduit le nombre de journaux pour ne passer plus qu'à 4 titres
dans la capitale. Donc, on est plein de paradoxes. On est à la fois dans un État fort qui a scié les principes qui ont fait la Révolution et qui veut aussi la concorde, puisqu'il va poser les masses de granit sous le consulat pour éviter pour éviter la guerre civile entre royalistes et révolutionnaires, anciens révolutionnaires, enfin républicains. Mais il veut aussi s'attacher et réconcilier le peuple français. C'est pour ça qu'il fera une loi d'immigration, c'est pour ça qu'il fera un concordat, c'est pour ça aussi qu'il essaiera qu'il y ait une égalité de traitement dans la conscription, même si ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on avait un système de conscription qui permettait quand même le remplacement et le tirage au sort. Mais il a quand même une vision pour la France et qui va aussi de pair avec sa destinée. Et cette vision et tout ce qu'il a créé, on en hérite quand même beaucoup aujourd'hui, en tout cas dans la loi et dans cet ordre qui du coup est la conséquence de sa peur, ce que vous évoquiez, l'ordre, la loi, le cadre, tout ça est un héritage. Le code civil, oui, le code civil, le code pénal, absolument. Donc, on vit aujourd'hui, sans tous le savoir parfois, beaucoup de choses de Napoléon. Et d'autres le vivent carrément intensément. Vraiment la vie de Napoléon, mais là, plus comme un héritage historique. Et justement, c'est le sujet pas mal du livre. Donc, je vous remontre la couverture parce que c'est on dirait presque une copie ou chercher les 7 erreurs, quoi, où on a effectivement une photo et une peinture et on retrouve vraiment exactement les mêmes éléments. Donc, vous en parlez beaucoup de ces reconstitutions et vous en parlez comme un éclairage pour mieux comprendre le passé. Et vous reprenez les mots de Marc-Bloch, grand historien français, en disant « Le passé s'éclaire à la lumière du présent ». Et effectivement, Plutôt l'inverse. Le présent s'éclaire à la lumière du passé. Le présent s'éclaire à la lumière du passé. Pardon, je m'en mêle les pinceaux. Et donc, effectivement, voyons un peu ce passé en images et ce présent. C'est incroyable. Alors, les photos sont magnifiques, mais les scènes, effectivement, on s'y croirait. Et finalement, en quoi ces événements de passionnés peuvent servir aux historiens aussi? Alors, bon, je ne veux pas non plus induire en erreur nos spectateurs. Je n'ai pas écrit un livre sur les reconstituteurs. J'ai utilisé leur travail d'histoire vivante pour véritablement appuyer l'histoire, les synthèses historiques qui ont vu le jour pendant le bicentenaire. Mais ce que l'histoire vivante nous apporte, c'est déjà une connaissance, bon, bien sûr intime, du maniement de l'arme, du quotidien du soldat, de sa tenue, des 14 mouvements, comme je le disais, pour armer et tirer avec un fusil modèle 1777, qui donc a une cadence de tir de deux cartouches minute, avec une précision et une portée utile qui est parfois aléatoire à plus de 20 mètres. Donc, ce qui fait que la létalité sur un champ de bataille est beaucoup moins importante qu'elle ne le sera un siècle plus tard. Par exemple, à Austerlitz, où certes nous sommes vainqueurs, sur 75 000 hommes, nous n'avons perdu que 1500 hommes. Donc, la létalité n'est pas la même, mais nous avons aussi ce qu'on peut voir avec les reconstituteurs, c'est par exemple le quotidien d'une bataille, c'est la fumée, le tir. Tout à l'heure, je vous parlais du plateau de Pratzen. Quand vous vous rendez sur l'observatoire de Napoléon, vous comprenez très bien qu'il n'a pas besoin d'aides de camp ou d'estafettes pour lui rapporter le mouvement de l'ennemi. Il le voit d'un seul coup d'œil. Et il voit notamment que les Alliés quittent le Pratzen parce qu'ils voient leurs tirs se déplacer et aller en contrebas de la vallée. Donc la fumée et l'ambiance et les bruits sont un élément important du combattant et de l'appréhension du combat.
et participe à l'histoire anthropologique de la Grande Armée. Donc ça, le reconstituteur, l'histoire vivante, nous l'enseigne et se recoupe avec les mémoires de ces soldats. Donc nous avons, parfois aussi, on se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit de manœuvrer un bataillon et de le faire passer d'une colonne à une ligne. Et donc ça nécessite beaucoup de drilles, beaucoup de préparation. Et ce qui manquera certainement à ces soldats à la fin de l'Empire, voire pendant les 100 jours à Waterloo, parce que ce qu'on voit à Austerlitz, c'est aussi le résultat de 2 ans d'entraînement dans les camps de Boulogne, où les nouveaux conscrits rejoignent les anciens des campagnes de la Révolution et du Consulat, qui les forment, qui leur apprend et qui leur transmettent un savoir. Donc, tout ceci nous est permis grâce aussi à cette histoire vivante. Voilà. Et puis, il y a toujours la joie de voir un bivouac se monter, la vie quotidienne dans ce bivouac et les habitus qu'on a pour se détendre, pour boire, pour manger dans ce genre de moment. Et ça, les reconstituteurs nous le montrent très bien. Donc, les différentes reconstitutions lors des bicentenaires ont donné lieu à de magnifiques photos. Donc, certaines illustrent très bien cette synthèse grand public de la Grande Armée. Merci beaucoup, Michel Roucaud. On a peut-être avec nous dans le public, sur Facebook ou Zoom, justement, ces passionnés, ces reconstituteurs qui vivent, qui sentent la fumée, qui voient les lumières et qui, justement, vivent tous ces détails-là qui parfois ne sont pas visibles dans les livres et les archives. Donc, je vais partager un peu les échanges et prendre note, mesdames, messieurs les spectateurs. N'hésitez pas à poser vos questions parce que je pourrais en avoir encore plein. Mais je vais vous laisser un petit peu la place, donc que ce soit sur le Facebook ou sur le Zoom. D'abord, merci Michel Roucaud d'avoir pris le temps de répondre à mes différentes interrogations et d'avoir partagé avec nous. Et je vous invite du coup à laisser vos questions. Et en attendant, j'en ai une qui va faire le lien, je pense, avec notre public et notamment les camarades, les amis sur la page Facebook de la Norgende. C'est le rôle de la gendarmerie, peut-être, dans le système napoléonien. Est-ce que, puisque nous avons avec nous sûrement dans le public des amis gendarmes, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus Alors, la gendarmerie, donc, impériale, qui est en fait née de la maréchaussée, qui naît de la gendarmerie nationale de la Révolution, qui elle-même est née de la maréchaussée en 1791. La gendarmerie sous l'Empire, en fait, se compose d'environ, elle a plusieurs missions, elle se compose de 2000 à 2500 brigades selon les périodes, composées de 5 à 6 hommes, avec un gradé et 4 ou 5 gendarmes dans les brigades, avec donc ce rôle d'ordre public, de maintien de l'ordre public. Alors, la gendarmerie a un rôle très important tout au long de l'Empire, puisqu'elle va aussi participer au système conscriptionnel et au recrutement de ces hommes. Mais elle a un rôle encore plus particulier sous le consulat parce que c'est sur les gendarmes et l'armée que Napoléon va d'abord s'appuyer pour remonter de l'information, avoir du renseignement policier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que les bulletins de police de Fouché ne verront le jour qu'en 1804. Mais dès 1800, vous avez des rapports du ministre de la guerre au premier consul, pratiquement tous les jours, qui émanent des divisions militaires territoriales qui elles-mêmes sont alimentées par des rapports de gendarmes, des rapports de commandants d'unité ou de commandants de place. Donc ça, c'est un des rôles de la gendarmerie napoléonienne. Un autre rôle sera son rôle au combat. Plus de 20 000 gendarmes serviront dans la Grande Armée. Et nous aurons, ce que nous avons encore aujourd'hui dans nos armées, des unités prévôtales.
Et je vous parlais tout à l'heure de l'indépendance de ces grandes unités qui étaient ces corps d'armée. Dans chaque corps d'armée, les maréchaux avaient sous leur commandement un officier, un capitaine ou un commandant de gendarmerie qui était le commandant de la force prévôtale et qui avait pour rôle notamment d'éviter les exactions de soldats vis-à-vis des populations civiles et notamment les populations étrangères lorsqu'ils iront en Europe. Donc ces gendarmes ont un rôle très important dans le lien avec les pays traversés. Alors, parfois, ça se passera mal, parfois, ça se passera très bien. On a souvent des témoignages où, en Allemagne, on est plutôt pas mal reçu par nos voisins allemands et la gendarmerie a reçu des ordres pour qu'il n'y ait pas d'exactions et qu'il y ait des bonnes tenues au sein des troupes. Enfin, il y aura des compagnies de gendarmerie maritime sous l'Empire, et à partir donc de 1807, on ira au Portugal, 1808, le début, avec le 2 mai, le Dos Maios, le début de la guerre d'Espagne, et on va en fait utiliser des unités de gendarmerie qui vont devenir les légions d'Espagne en 1810 pour combattre en Espagne dans une guerre asymétrique. Donc les gendarmes auront un rôle assez important de ce point de vue-là. Alors, je ne le développe pas assez peut-être dans ce livre, même si j'en parle, parce que c'est une histoire en soi. Les gendarmes seront chargés de protéger à la fois les routes et les convois. Et grâce à ces cavaliers et ces légions de gendarmerie en Espagne, et donc face à des populations parfois hostiles. Donc, on se retrouverait, si on voulait faire une comparaison pendant la guerre d'Espagne, comme en Afghanistan, avec des points à tenir et des routes à protéger le moment du convoi. Voilà. Donc, on peut dire, c'est la facette, c'est les 4 grandes missions de la gendarmerie et bien entendu cette organisation un peu moderne où Napoléon, comme dans d'autres armes de soutien comme le génie, nommera un premier inspecteur et le plus connu de tous est bien entendu le général Moncey qui finira maréchal, le seul gendarme qui sera maréchal d'Empire. Merci pour ces précisions. On a quelques questions. Marianne qui nous demande quelles sont selon vous les erreurs de Napoléon qui l'ont conduit à la fin de son règne. Alors, les erreurs de Napoléon, c'est comme tous les hommes, les grands hommes qui ont été longtemps étudiés, il y a beaucoup de pardon chez Napoléon, mais ces erreurs qui ont mis fin à son règne, on peut le dire, en fait, je pense que c'est son obsession contre l'Angleterre. Son obsession contre l'Angleterre, qui est le véritable ennemi de Napoléon, puisque il n'accepte pas cette domination sur le continent et surtout, donc il pousse les autres pays à s'allier contre lui et surtout, Napoléon veut les mettre à genoux économiquement parce qu'il n'arrive pas à débarquer en Angleterre. Donc, par un décret de 1806 qui s'appelle le décret de Berlin, il va poser le principe du blocus continental. Donc, il veut que les marchés européens soient bloqués à tout export de marchandises anglaises. Ce qui a pour conséquence de devenir le gendarme de l'Europe, c'est-à-dire de mettre des batteries, des unités sur toutes les côtes. Et parfois aussi d'avoir un système, aussi d'utiliser le système des États satellites et des royaumes frères. Mais ça va se compliquer lorsqu'il faut le faire, d'une part, au Portugal, et c'est pour ça qu'il enverra une expédition en 1807, puis avec l'Espagne, où il considère que la dynastie Bourbon n'est pas capable d'imposer ce blocus, donc il va décider d'y placer un de ses frères, ce qui sera une des erreurs, parce que là va naître un sentiment nationaliste de la part des Espagnols contre l'occupant. Et là, c'est véritablement une guerre d'occupation contre l'occupant français, allié aussi, soutenu par les élites espagnoles. Les généraux vont avoir une idée assez simple mais assez géniale,
de s'allier les autorités du clergé qui vont dire à la population espagnole les soldats français sont des suppôts de Satan puisqu'ils sont athées, ils ne sont plus catholiques. Donc, ce sentiment national va être attisé par un sentiment anticlérical, enfin un sentiment clérical contre les anticléricaux. Et donc, cette guerre va devenir une guerre asymétrique, une guerre de guérilla, où la population soutient complètement les combattants nationalistes espagnols. Et d'ailleurs, cette guerre, chez les Espagnols, s'appelle la guerre d'indépendance. Ça, c'est sa première erreur. Et sa deuxième erreur sera la même, d'une certaine façon, aura la même cause, une des principales. C'est lorsque Napoléon voudra imposer à Alexandre Ier, tsar de Russie, le même blocus. Alors, il y a d'autres points de divergence, mais la rupture diplomatique amènera Napoléon à vouloir faire la guerre au tsar de toute la Russie. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, pour le coup, il ne veut pas envahir la Russie, il ne veut pas remplacer le tsar, il veut juste un combat entre les forces russes et les forces impériales, puisqu'à l'époque, la Grande Armée est multinationale, pour pouvoir décider d'une nouvelle paix de Tilsit et lui imposer un nouveau ses vues. Et là, c'est là où va se faire piéger Napoléon, parce que c'est la campagne de Trou, celle de 1812, qui amènera à toute la fin de son système, après celle de 13 et de 14. C'est-à-dire qu'au lieu de passer le Yémen et d'affronter ses troupes, les Russes, sous l'égide d'un général russe qui était aussi ministre de la guerre et conseiller du tsar au début de la campagne, c'est Barclay Tolly, décidera de la politique de la terre brûlée et du retrait, donc d'éviter les troupes, la confrontation et d'allonger les lignes d'opération. Et là, c'est l'erreur de Napoléon, qu'il ne s'arrêtera même plus à Smolensk, qui ira jusqu'à Moscou, mais bon, à Moscou, bien qu'il l'ait pris, le tsar ne négociera pas, et Napoléon était tombé dans le piège. Donc voilà, ça c'est ne pas avoir su s'arrêter dans ses vues internationales et de ne pas essayer de conforter un équilibre européen avec l'Autriche, la Russie, et contre certes l'Angleterre, mais sans forcément poser un blocus continental qui l'amenait à une trop grande ingérence dans les affaires de ses voisins. Voilà. On peut dire que c'est la grande faiblesse du système napoléonien. Merci et merci Marianne pour cette question dont la réponse permet de nous éclaircir sur la fin d'un règne, effectivement, et sur des erreurs qui, quand on va trop loin, et ben, à un moment, les choses s'arrêtent. Alors, on a une autre question, je pense que vous connaissez, de René Mesure, qui vous salue au passage. Qui est le président d'honneur de la Norgende. Eh bien, voilà, et qui, du coup, en profite pour nous poser une question à propos de la natalité. Donc, vous disiez que la natalité était faible dans les batailles, mais sur toute la durée de l'Empire. La natalité ou la mortalité? La létalité. La létalité, d'accord. Pardon. Autant pour moi. Était faible dans les batailles, mais sur toute la durée de l'Empire, surtout après la retraite de Russie. À combien peut-on estimer le nombre de morts? Et est-ce une cause du déclin de la natalité, cette fois-ci, française, qu'on date communément de cette époque? Alors, donc là, on est véritablement dans la légende et la réalité. Si vous voulez, à un moment, deux légendes naissent très tôt dès la mort de Napoléon, même avant, la légende dorée et la légende noire. Et dans la légende noire, on parle de l'ogre napoléonien, notamment sur ses soldats qu'il va brutaliser, paraît-il, hein, et qu'il va tuer sans vergogne. Donc, on a avancé des chiffres jusqu'à 5 millions. Il faut dire qu'il y a eu 2 millions de conscrits, donc il ne peut pas y avoir 5 millions de morts. Donc 2 millions de conscrits, on estime à 300 000, 400 000 hommes de la Révolution engagés ou volontaires. Donc
la Grande Armée nationale, hein, je ne parle pas des corps étrangers qui ont rejoint par la suite, prussiens, saxons, polonais. La Grande Armée, enfin, les conscrits français, les soldats français, c'est à peu près 2 300 000 morts. 2 300 000 soldats. Nous, on estime, on a au nombre de morts, on a oscillé entre 1 million et 700 000. Donc, le problème du calcul de ces morts, c'est que beaucoup aussi ont déserté. Parfois, on a aussi beaucoup de soldats qui ont été faits prisonniers. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué pour avoir l'exactitude du chiffre. Mais on est dans une moyenne de 800 000 morts, ce qui est quand même un chiffre important, à n'en pas douter, mais à une période sur 15 ans, d'une part, à une période, donc, il faut le rapporter, donc, ces 800 000 morts sur 15 ans, c'est à peu près 50 000 morts par campagne, mais il faut aussi voir une chose, c'est qu'on meurt beaucoup plus, même, ça les études, les monographies l'ont montré, beaucoup plus de maladies que sur le champ de bataille. On meurt beaucoup à l'hôpital. Alors, on peut mourir aussi de septicémie suite à des blessures, mais on meurt, par exemple, avant même que la Grande Armée ait combattu, donc au camp de Boulogne, je ne prendrai que le 3e corps d'armée, qui était composé du maréchal Davout, qui était composé de 3 divisions, d'à peu près 12 000 les 2 premières, 6 000 la 3e, qui était dans les camps de Bruges, de Stante, où le climat n'est pas bon. Au moment du mouvement vers le camp de Saint-Omer, nous avons respectivement 1500 dans les 2 premiers corps et 600 hommes, pratiquement 4000 hommes à l'hôpital. Donc, il faut bien voir qu'on a une mortalité naturelle beaucoup plus importante, même s'il y a 40 millions de Français à l'époque, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Voilà. C'est le début, par exemple, des premiers vaccins qui vont être développés par Napoléon. Donc, on meurt du typhus, on meurt de la petite vérole, on meurt de la variole, on meurt de fièvre, de phtisie. Voilà, on meurt plus de maladies qu'on ne meurt sur le champ de bataille. Après, effectivement, on peut avoir des attritions importantes. Je vous ai parlé de 1500 hommes à Austerlitz. On peut monter ce chiffre à 10-12 000 hommes à Eylau, qui est véritablement un combat d'attrition. Et à Waterloo, où nous sommes perdants, c'est environ 6 000 hommes. Mais si vous le comparez, d'une part, au temps, à la dureté du temps, et vous comparez aussi aux guerres modernes d'un siècle plus tard, avec une mortalité et une létalité des armes beaucoup plus importantes, ne serait-ce que Verdun, il faut relativiser. Voilà. D'ailleurs, après Eylau, Napoléon, certes, veut temporiser, veut prendre ses quartiers d'hiver, mais fait aussi installer tout un système d'hôpitaux suite aux blessés qu'il voit sur le champ de bataille. Ensuite, une autre idée reçue est de dire que nous avons saigné la France. Nous sommes 40 millions, nous sommes au début du consulat, le pays le plus peuplé d'Europe, seront rattrapés pendant l'Empire par les Russes. Mais le décollage démographique n'a pas, sur ces 800 000 morts sur 15 ans qui sont glissés sur chaque année 50 000 morts, ça n'impacte pas véritablement une baisse de la fécondité et de la natalité. Donc, on a dit aussi qu'on avait pris du retard par rapport à la révolution industrielle anglaise. C'est vrai et c'est faux. Napoléon a beaucoup développé aussi les chambres de commerce, les industries, l'industrie du luxe,
Actuellement, vous pouvez même voir une exposition chez Chaumet. Voilà, il y a cette idée de la légende noire qui veut que la France a été saignée. Non, la France était là, certainement, des guerres, parce que le poncerie manquait aux paysans lors des récoltes, mais la France a pu très bien s'en remettre sous la Restauration, et d'ailleurs, la vitalité politique qui s'en suivra le prouve. Voilà. Vous redorez. Mon cher René. Ah bah, je pense, en tout cas, c'était bien clair. Et puis, ça redore un peu l'image de Napoléon, effectivement, et de ses. En C'est tout pas la cas, redorer, c'est essayer remettre la réalité. voilà, la plus réelle possible. C'est pas la redorer. Je vais prendre deux dernières questions parce que je vois l'heure qui passe. En fait, on pourrait parler longtemps, mais du coup, on avait un timing. Mais j'ai encore deux questions qui sont intéressantes, alors différentes mais intéressantes. Donc, je vous les pose. On a une question de Renaud qui nous parle d'une bataille méconnue de la campagne de France de 1814, qui est la bataille de Montmirail. Et qui demande quelle est la particularité de cette bataille qui est, dit-il, une belle victoire française qui n'a pas changé le cours de la campagne de France. Il a un peu tout dit. C'est effectivement une belle bataille française qui montre que Napoléon, avec des hommes plus jeunes, avec une infériorité numérique, arrive à stopper pendant cette campagne les hommes, l'avancée alliée, qui reste quand même craintif lorsqu'il le rencontre. Et donc, il arrive quand même à dominer son affaire. Mais cette victoire nous prouve aussi une chose, il n'a plus de cavalerie, il ne peut pas exploiter cette victoire, il a peut-être le champ de bataille à l'issue, mais il ne peut pas faire prisonnier ses alliés et les mettre à genoux. Donc, c'est un flux, un ressac incessant qui arrive et qui n'arrivera pas à contenir. Donc, c'est à la fois le panache des armées françaises, mais la limite du système napoléonien. Voilà, mon cher Renaud, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci, Michel Roucault. Et puis, on va prendre une dernière question où vous parliez de prisonniers, mais la Convention de Genève n'existait pas. Alors, comment étaient-ils traités par les différents camps? Alors, c'est compliqué. Les prisonniers, c'est un sujet assez compliqué. Les prisonniers que faisaient les Français, souvent étaient en relais, que ce soit les Espagnols dans l'armée pour aller combattre en Allemagne. Il y avait des corps on leur proposait, au lieu d'être emprisonnés, on leur proposait plutôt que cela d'aller se battre pour l'Empire. Certains ont constitué des unités étrangères. Certains prisonniers français, 500 de mémoire, certains prisonniers de la France, 500 de mémoire, je crois que c'était des Prussiens de mémoire, il faudrait que je vérifie, ont œuvré au canal de l'Ourcq, puisque Napoléon a beaucoup aussi modifié Paris, que ce soit tout le système d'eau potable, les fontaines, l'Arc de Triomphe bien sûr, la rue de Rivoli, les égouts, et le canal de l'Ourcq. Donc, on les utilise aux grands travaux. Voilà. Ce que nous ferons, ce que certains de nos ennemis feront aussi avec nos soldats. Voilà. Bien, ça, c'est à peu près l'idéal. Après, il y a des parts noires, mais plutôt chez nos ennemis. C'est-à-dire que les Anglais vont envoyer les prisonniers français sur des lignes, des îles au large de l'Espagne et les retenir captifs sur des pontons, c'est-à-dire des bateaux dématés, au soleil, et on y mourrait dans une promiscuité assez importante. D'autres seront internés toujours sur des îles. C'est le cas
sur l'île de Cabrera, où un de mes camarades, historiens et archéologues, entame des recherches, Frédéric Lemaire, et on voit la dureté de l'enfermement. Mais comme je vous l'ai dit, à la fois les Anglais et les Espagnols vont s'alimenter, enfin vont nourrir une haine contre les Français. Donc les conditions de captivité sont assez dures. Pour ce qui est des Russes, les Russes vont capturer beaucoup de nos hommes et alors vont beaucoup les faire marcher. Il y aura beaucoup des marches jusqu'au sud de la Russie, en Russie méridionale. Voilà. Mais certains feront souche, et d'ailleurs, certains rentreront en France en 1814, 1815, mais d'autres feront souche, et par un oukase d'Alexandre Ier, certains Français prendront la nationalité russe. Donc, élèveront un foyer, et plusieurs dizaines de milliers de ces prisonniers français vont devenir russes et vont créer souche en Russie. Donc, quel que soit le pays, la captivité est un petit peu différente. Bon, je ne vous cache pas que les Prussiens, eux, quand ils faisaient captifs des prisonniers français, leur haine était tellement importante que déjà, si on restait en vie, c'était déjà pas mal. Mais voilà, après, il y avait aussi la difficulté de tenir, d'avoir des camps pour enfermer ces prisonniers. Donc, il y avait aussi cette pratique des lois de la guerre qui faisait qu'on relâchait le commandant-chef et ses hommes, comme ça a été le cas les Français l'ont fait avec le général de Mack à Ulm. Avec les honneurs militaires, ils ont quitté la place, et avec le serment donné de ne pas combattre pendant la campagne contre les Français. Voilà. Donc, la captivité, c'est un sujet véritablement en soi, les prisonniers de guerre aussi. Je vous ai fait un petit panel, mais on pourrait passer une soirée à parler des prisonniers de guerre sous l'Empire. Et choisir par qui on préférerait être fait prisonnier. Merci beaucoup, Michel Roucault. Il est 21h40. On va s'arrêter là. En tout cas, merci aux participants aussi pour les différentes questions. Je vous remontre une dernière fois parce que ça me fait plaisir et que c'est vraiment, vraiment… Alors, à la fois, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour vos proches. Achetez-le pour vos proches parce que c'est vraiment un bel ouvrage et qui, d'ailleurs, on me dit dans mon oreillette que la Norgende la mettra le livre en vente sur son site à partir de demain midi, avec du coup des versions d'ouvrages dédicacées, donc pendant 10 jours. Et je vais partager le lien dans le chat pour que vous puissiez la voir. Voilà. Et donc, le public vous remercie aussi. On a des petits messages de remerciements. Merci pour tout, Michel Roucault. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures historiques. Merci Juliette, à très bientôt. Merci, au revoir.